Alors, après le lycée, j'ai été formé en fait à l'Institut d'études politiques de Toulouse, donc avec une formation à la fois généraliste et pluridisciplinaire, avec beaucoup d'économie, de droit, de sociologie, d'histoire, etc. Et puis c'est une formation dans laquelle aussi j'ai eu l'occasion de faire une année de mobilité académique à l'étranger, en l'occurrence en Irlande, où là je me suis beaucoup plus, on va dire, j'ai été beaucoup plus formé par exemple à tout ce qui était philosophie politique, études de genre, relations internationales, etc. Ce qui faisait déjà écho évidemment au cursus que j'avais en France. Et puis donc à mon retour, j'ai intégré un master de recherche, enfin un master qui s'appelait études culturelles à l'IEP de Toulouse, mais qui avait une voie de recherche. Donc c'est là en fait que j'ai fait mes premières enquêtes. C'était à la fois des enquêtes collectives avec un certain nombre d'autres étudiants sur des sujets d'ailleurs divers et variés, à la fois sur les questions culturelles, mais aussi par exemple sur les questions de journalisme, etc. Et puis j'ai également eu l'occasion de travailler en fait avec l'anthropologue et historien Yves Pourchet, notamment sur des carnets de guerre. Et ça m'a donné, on va dire, un certain goût de l'archive, mais aussi une certaine, on va dire, appétence pour des formes sinon d'interdisciplinarité, en tout cas de dialogue entre disciplines, à la fois d'un point de vue théorique et méthodologique. Et puis, donc jusque-là, en fait, finalement, pas vraiment de questions d'éducation, c'était pas du tout central dans mon cursus. Je dirais que ce qui m'intéressait beaucoup plus, en fait, à ce moment-là, c'était la question de la socialisation politique, c'est-à-dire la formation et la transformation des dispositions civiques, politiques, etc., des individus au cours du temps. Et j'avais un intérêt plus flou, on va dire, pour l'école. Et puis, en croisant, en fait, on va dire, ces deux dimensions, je me suis intéressé pour mon mémoire à la question de l'éducation civique dans le cadre scolaire. L'idée, ça a été en fait dès le départ de réinscrire ce sujet-là dans une approche d'analyse des politiques publiques. De l'État. Et donc en fait j'ai essayé dans mon mémoire, c'était quelque temps après en fait la réforme de 2015, puisque je suis rentré donc à l'IEP en 2012 et donc mon mémoire est quelques années après, donc c'était quelques temps après la réforme de l'enseignement moral et civique de 2015. Et donc en fait j'ai essayé de comprendre dans quelle mesure est-ce que la modification des méthodes et des contenus d'enseignement pouvait finalement agir sur les processus de socialisation politique au sein des classes dans l'école française. Et donc ça a été ma première recherche, mon mémoire, et j'ai eu la chance, grâce à l'invitation d'Agnès Van Zanten, d'en faire un ouvrage dans la collection qu'elle dirige aux presses universitaires de France, donc un ouvrage qui est paru en 2021. Et puis, donc à l'issue de ce mémoire, j'ai souhaité continuer dans la recherche, continuer à m'intéresser grosso modo aux fonctions politiques du système d'enseignement et à la question du gouvernement des populations par l'école. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'immigration et de la prise en charge des publics primo-arrivants au sein de l'école. Donc ça, c'était mon objet, on va dire, de projet de thèse. Que j'ai faite en fait ailleurs. Je suis parti à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens pour en fait deux raisons. C'était une question une rencontre, on va dire, et un hasard de calendrier. Une rencontre, c'était avec Bertrand Gey, qui finalement donc a dirigé ma thèse avec Lorenzo Barro Stella. Et puis un hasard de calendrier parce que en fait tout simplement les auditions pour les bourses doctorales étaient avant à Amiens par rapport à celles qui étaient à Toulouse, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Amiens. Donc j'ai fait plusieurs années évidemment à l'université de Picardie Jules Verne. J'ai ensuite été attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Lille de 2021 à 2023. Et puis donc j'ai soutenu cette thèse en septembre 2023. Quelques temps après, j'ai fait un post-doctorat en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, à l'Institut pour les sciences politiques de Louvain-Europe, ISPOL.
Et puis j'ai intégré le CNRS en 2025 en tant que chargé de recherche dans la section 43 politique, pouvoir et organisation. Alors c'est toujours une question épineuse de sélectionner seulement quelques personnes. Et puis c'est pas forcément des auteurs qui m'ont été en fait enseignés, mais c'est aussi des personnes que j'ai croisées au gré de lectures assez diverses, parfois complètement par hasard en vérité. La première personne, je dirais que c'est en fait l'historien Jacques Rével, et notamment l'ouvrage qu'il avait coordonné sur la question des jeux d'échelle en fait, à la fois dans les études historiques et anthropologiques. Qui donc était une réflexion finalement sur, en tout cas notamment dans l'introduction, sur la manière dont on peut penser et théoriser les différents niveaux d'observation en sciences sociales. Et en fait, c'était l'idée que finalement de modifier l'échelle d'analyse, ça changeait, comme il le disait, à la fois la trame et la forme de l'objet. Et en fait, c'est quelque chose qui a été extrêmement inspirant pour moi jusqu'à aujourd'hui, plutôt sur le point de vue en fait de la construction de mes objets en fait, et sur le point de vue que j'essaye d'avoir. Puisque l'idée c'est le plus souvent dans mes travaux d'essayer d'articuler différentes échelles d'analyse, notamment dans l'action publique, qui sont parfois dissociées, en tout cas le plus souvent qui sont dissociées les unes des autres. Et donc c'est une réflexion qui m'a vraiment énormément nourri aussi parce qu'elle faisait écho à d'autres lectures, à la fois certaines lectures très générales, je pense à Durkheim sur l'idée que voilà, le réel est relationnel, mais aussi des lectures plus spécialisées, si je pense seulement ici à celle sur l'éducation. J'ai beaucoup lu au moment de la fin de ma formation à l'IEP, par exemple Cynthia Coburn, Sandra Stein aux États-Unis, mais aussi un article qui pour moi est sinon un des plus importants, peut-être en réalité le plus important en termes d'études sur l'éducation sur la fin du XXe siècle, qui est l'article L'institution scolaire et la scolarisation, une perspective d'ensemble de Jean-Michel Chapouli et Jean-Pierre Briand. Qui je crois est un article vraiment très important où il développe notamment l'idée d'articuler justement différentes dimensions de l'institution scolaire, notamment sur la question de l'offre et la demande, les dimensions administratives, plus pédagogiques, etc. Et ça a été aussi très inspirant pour moi, notamment par la suite en thèse, sur en quelque sorte une approche populationnelle de l'institution scolaire dans en fait la régulation des publics qu'elle prend en charge. Ensuite, la deuxième personne, c'est sans doute, pour des raisons très différentes en vérité, Albert Hirschman. Alors on a souvent un peu dans l'esprit, on a deux Hirschman, le Hirschman des rhétoriques réactionnaires et puis le Hirschman de Exit Force Loyalty, qui pose finalement la question de la conformation, de la confrontation et des conditions de possibilité de passage de l'un à l'autre. Mais je trouve que finalement c'est assez cohérent ensemble et que c'est un auteur qui nous offre des outils extrêmement opératoires pour penser en fait des processus de critique et de légitimation sociale dans des configurations extraordinairement variées. Et donc par exemple j'ai pu l'utiliser pour étudier la question des réformes scolaires avec toute la question de la rhétorique progressiste qui est le dernier chapitre de son ouvrage sur les rhétoriques réactionnaires qu'on oublie parfois mais qui est en fait très intéressant et tout aussi opératoire que les autres. C'est aussi un auteur que j'ai beaucoup utilisé lorsque je me suis intéressé à des formes d'action collective autour de l'école, de contestation des politiques scolaires aussi du point de vue par exemple des enseignants. Donc voilà, je dirais que c'est un auteur qui m'a accompagné, qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois pour des raisons, en tout cas pour disons des terrains ou des dimensions des terrains que j'analyse assez différentes. Et puis peut-être troisièmement, là c'est pas une personne, mais je dirais que c'est plutôt un groupe d'auteurs qui en quelque sorte ont une approche non substantialiste de l'État.
Alors, je pense bien sûr d'un point de vue plutôt interne à Pierre Bourdieu, et son analyse de l'État et du champ bureaucratique comme espace de lutte et de pouvoir. Et c'est par ailleurs évidemment un auteur qui m'a beaucoup, qui a été très important dans ma formation depuis le départ, à la fois sur l'école, mais bien au-delà. Mais ce qui m'intéresse moi beaucoup plus, en tout cas dans ma thèse, ça a été plutôt la question en fait des transformations de l'État depuis le point de vue des transformations de ses frontières. Et dans cette perspective-là, j'ai beaucoup lu par exemple les travaux de Béatrice Sibou en France, qui s'intéressait notamment dans la filiation de Weber au processus de décharge des prérogatives de l'État sur les acteurs non étatiques, et qui aussi avait une analyse intéressante du néolibéralisme, non pas comme retrait de l'État, mais comme recomposition de l'État à travers en fait l'hybridation croissante de ses frontières avec les secteurs privés, associatifs, etc. Et ça faisait beaucoup écho aussi au travail de Timothy Mitchell, qui a aussi été très important durant ma thèse, sur ce qu'il appelait les limites de l'État, et disons leur plasticité, leur recomposition dans le temps. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé ensuite de rendre, on va dire, opératoire autour notamment de l'école et des politiques migratoires. Alors en fait, j'ai débuté ma thèse à l'automne 2018. Donc en fait, cette recherche-là, elle s'est inscrite d'abord dans un contexte politique et intellectuel extrêmement, disons, sinon tendu, polarisé autour de la question de l'immigration, quelques années après ce qui était parfois appelé la crise des migrants, qui en vérité renvoyait plus largement et plus exactement à une crise de l'accueil et de la coordination des États en Europe. Mais donc effectivement, je pense que c'est difficile de revenir sur la manière dont je me suis intéressé à cet objet si on ne regarde pas ce contexte plus général, qui a sans aucun doute, on va dire, orienté mon regard et qui a fait que je me suis intéressé à cette question-là à travers le prisme de l'institution scolaire. Et puis c'était un moment où il y avait aussi beaucoup de travaux qui se développaient. Je pense à ceux de Maïtena Armagnac, Isabelle Rigoni, Simona Tersini, etc. Un certain nombre de collègues, à la fois en sociologie, sciences de l'éducation, sciences du langage, etc. Donc je crois que c'était un moment où il y avait vraiment une très forte émulation autour de ces objets qui prolongeaient des travaux plus anciens, pionniers en France, comme ceux de Françoise Lorcery. Donc c'est des personnes avec qui j'ai pu assez vite aussi échanger, et la particularité peut-être de mon approche était de m'intéresser davantage en fait à la question finalement des formes de régulation politico-administrative de l'école comme institution d'État, mais aussi d'essayer en fait d'élargir le regard au-delà de l'école en prenant notamment en compte beaucoup plus frontalement la question des politiques migratoires et de leur recomposition avec par exemple tout ce qui est délégation au secteur associatif, mobilisation citoyenne et militante, etc. Et donc essayer d'articuler ce qui se passe dans l'école avec cette approche-là, qui relève en fait de spécialisations académiques qui sont en vérité très différentes, entre lesquelles le dialogue peut être assez limité. Donc finalement, le premier élément, c'était sans aucun doute ce contexte intellectuel, sociétal, général. Et puis, puisque la thèse est un exercice solitaire, mais aussi une expérience collective, ça a été une recherche qui s'est inscrite dans un environnement en fait institutionnel qui m'a beaucoup aidé, stimulé. D'abord, j'ai eu la chance de fréquenter à peu près en même temps 3 laboratoires différents, le CURAP à Amiens, le CRESPA CSU à Paris et puis le CERAPS à Lille, donc des laboratoires qui étaient relativement convergents sur tout un tas on va dire de questions théoriques, d'approches, mais qui avaient aussi des singularités et on va dire des dominantes sur ce qui pouvait les intéresser, et donc ça m'a amené finalement à essayer de croiser un certain nombre en tout cas ça m'a poussé
à essayer de croiser un certain nombre de considérations, aussi bien sur la politisation, par exemple, des faits sociaux, que la question des rapports entre groupes sociaux, avec un certain nombre de renouveau des analyses de ce point de vue-là, etc. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir circuler en fait entre ces trois espaces intellectuels. Et puis j'ai aussi pu fréquenter un certain nombre d'espaces assez variés, parfois de manière très ponctuelle, parfois de manière plus prolongée. Je pense par exemple au séminaire d'histoire de l'éducation du CAREF à Amiens, que j'ai suivi pendant, je crois, 2 ou 3 ans, et qui a été aussi important au regard de la spécialisation en fait, de ce séminaire et des échos qu'il trouvait avec ma thèse, en tout cas sur le point de vue socio-historique. Un séminaire, par exemple, aussi sur les transformations de l'État social, que j'ai co-organisé avec Clara Deville et Fabien Desage pendant 3 ans, et ça a été un lieu où il y a eu beaucoup aussi de discussions, où finalement la question de l'école était tout à fait minoritaire, mais qui permettait justement de décloisonner le regard et d'essayer de faire des liens avec ce que je pouvais voir à l'école et ce qui se passait dans d'autres secteurs d'action publique et de l'État social en l'occurrence. Et puis j'ai aussi également pu participer à un certain nombre de colloques, de congrès à l'étranger, à la fois en Europe, aux États-Unis, etc. Et ça a été très important, je pense, pour à la fois voir comment est-ce que on pouvait ailleurs avoir des points de vue, des manières de construire des objets similaires aux miens de manière assez différente, mais aussi pour voir les questions qui pouvaient m'être posées. Par exemple, quand je présentais un papier, etc., c'était assez instructif de voir les questions qui pouvaient me revenir, et donc ça a toujours nourri mes réflexions finalement quand je revenais et que je reprenais en quelque sorte le processus d'analyse et d'écriture de la thèse. Donc je dirais finalement que ça a été un environnement intellectuel assez hétéroclite, changeant. Donc j'ai essayé au fur et à mesure de faire un peu mon miel de tout ça. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est pas une thèse qui revendique l'ancrage dans une école de pensée seulement, mais qui essaye bien au contraire de faire dialoguer différentes approches à la fois disciplinaires et théoriques. Alors je pense que pour expliquer les principaux éléments qui sont ressortis de la thèse, il faut d'abord revenir sur la manière dont j'ai enquêté, en fait, dont j'ai construit cette recherche-là. Je pense qu'il y a déjà 2 principaux partis pris en fait, que j'ai eu. Le premier, ça a été le choix du temps long. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de ce contexte qui était très polarisé sur la question de l'immigration, avec parfois une idée de crise sans précédent, etc. Et donc j'ai essayé de me prémunir un peu de ce que Passeron appelait les excès de vitesse, et donc de refroidir un peu le sujet et de passer pour ça par l'histoire. Et donc j'ai eu en parallèle de toute la démarche ethnographique, etc., une démarche archivistique en fait que j'ai fait en même temps, et je suis remonté grosso modo jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des corpus d'archives à la fois privés d'un certain nombre d'acteurs que j'ai pu rencontrer dans l'enquête de terrain, de la littérature grise, mais aussi et surtout une centaine en fait de cartons des archives nationales, avec à moitié des archives provenant du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'était vraiment de différents services, à la fois de l'administration centrale, des services plus intermédiaires, etc. Mais pour moitié, c'était aussi des archives qui ne venaient pas du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire une histoire de la scolarisation des élèves migrants à travers la vision qu'on pouvait en avoir depuis d'autres ministères en quelque sorte. Et puis évidemment à travers aussi, disons, les intérêts, parfois les luttes, les collaborations, etc. qui pouvaient y avoir avec d'autres ministères que celui de l'Éducation nationale. Je pense par exemple à ce qu'on appelait dans les années 60 le ministère des Affaires sociales, qui était extrêmement important pour comprendre ce qui se faisait autour des populations immigrées dans la lignée en fait des actions prises pour ce qu'on appelait alors les Français musulmans d'Algérie avant l'indépendance algérienne. Il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, etc. Et puis un certain nombre aussi de fonds spéciaux. Je pense par exemple au fonds Abdelmalek Sayad,
qui a été aussi une source très riche parce que le sociologue était à la fois observateur et acteur de cette politique de scolarisation des élèves migrants, notamment dans les années 70 et 80, donc c'est un fonds extrêmement riche. Et puis le deuxième parti pris que j'ai eu, qui est pas sans lien avec le premier, ça a été d'essayer en fait de désectoriser le regard sur l'école. C'est-à-dire que très souvent l'école, elle est analysée depuis l'intérieur, avec une approche qu'on pourrait qualifier d'internaliste pour elle-même. Mais finalement, moi, ce que j'ai essayé de prendre en compte, c'est aussi les politiques publiques environnantes, à la fois politiques migratoires, économiques, politiques du travail, etc., politiques sociales autour des mineurs non accompagnés. Et puis évidemment les protagonistes qu'il y avait derrière ces différentes politiques, qui étaient des protagonistes à la fois étatiques, mais aussi et surtout, j'allais dire, non étatiques, notamment dans le secteur associatif, le secteur militant, etc. Donc finalement, ça a été une approche à la fois diachronique et synchronique, et puis une approche où j'ai essayé de dézoomer en fait l'objectif sur mon objet. Et à partir de ça, je dirais que le premier élément central, je crois, dans la thèse, c'est de montrer que finalement la présence, l'immigration en fait, reste pensée et gouvernée comme une présence irrégulière au sein de l'institution scolaire. C'est-à-dire que les élèves migrants continuent, malgré le caractère extrêmement routinier, extrêmement ancien de leur présence, continuent à être vus comme des élèves en plus, sinon en trop, qui demanderaient des efforts imprévus. Efforts aussi bien pédagogiques que peut-être et surtout matériels et financiers. Donc finalement, c'est une éducation qui reste de tout temps, j'entends par là depuis qu'il y a eu cette politique-là, hein, donc depuis la fin des années 60, pour aller vite, une éducation qui reste marquée par une sorte d'illégitimité inachevée, qui a des conséquences extrêmement concrètes en fait sur la manière dont ces élèves sont pris en charge. Ça peut être aussi bien sur les difficultés de leur prise en compte dans les classes ordinaires que sur les places disponibles dans les dispositifs d'accueil, etc. Donc ça c'est le premier élément, et je crois que ce qui est important, c'est en fait c'est pas tant ces difficultés de l'accueil que les manières dont on les explique, parce que ça permet de questionner à travers l'institution scolaire un certain nombre d'explications du traitement des populations immigrées dans les institutions publiques. C'est-à-dire qu'il y a notamment deux principales explications qui sont notamment beaucoup poussées aujourd'hui, à la fois celle de la discrimination systémique et celle de l'inhospitalité de l'État, qui est une approche assez en vogue en anthropologie notamment. Et donc ces deux hypothèses explicatives qui sont tout à fait intéressantes et qui permettent sans aucun doute d'éclairer un certain nombre de réalités, mais qui en même temps, par rapport à ce que j'observais sur mon terrain, m'ont assez rapidement insatisfait, parce qu'au fond, il me semble qu'elles postulent toujours, de manière plus ou moins explicite, la possibilité qu'on puisse, in fine, discerner une forme d'intentionnalité négative à la fois dans les normes et les discours de l'action publique. Or, moi, en fait, ce que j'ai essayé de faire dans cette recherche, c'est plutôt d'essayer de décomposer les différents mécanismes faisant que l'immigration restait pensée comme une irrégularité institutionnelle au sein de l'école, à laquelle allait répondre souvent une politique de l'urgence, une politique de la débrouille qui va beaucoup plus reposer sur les bonnes volontés individuelles et les arrangements localisés. Et pour ça, il y a trois éléments, je pense, qui étaient importants. Le premier, c'était de faire une socio-histoire des perceptions de la présence immigrée à l'école, puisque en fait pendant très longtemps les élèves migrants étaient aussi nombreux dans l'école française, mais ils n'étaient pas du tout perçus comme un problème particulier. Donc c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'à partir d'un certain moment ils ont pu être perçus comme au fond un trouble à l'ordre scolaire,
Et c'est tout ça est en fait lié notamment dans la seconde partie du XXe siècle aussi à la montée de la concurrence entre groupes sociaux autour de l'école, et qui a participé à faire qu'on a vu ces élèves, comme d'autres qui étaient loin des attentes scolaires, comme finalement des menaces au bon déroulé des cours, comme des embûches à l'avancée, à la progression des autres élèves, etc. Et c'est dit aussi explicitement que cela dans les archives, mais c'est aussi une présence qu'on a vue comme particulière à partir d'un point de vue beaucoup plus positif, et je pense que c'est important de le souligner, parce que ça a été porté en fait comme une cause, les élèves migrants étaient portés comme une cause dans une perspective de réforme de l'école depuis ses marges, notamment à travers des acteurs spécialisés qui ont vu le jour, pareil, dans les années 60 et 70 au départ, ce qu'on appelle les CEFISEM, et qui essayaient de défendre en fait une meilleure prise en compte des élèves migrants, notamment en dénonçant une forme d'ethnocentrisme de l'institution scolaire. Donc c'est aussi à travers ces mouvements qu'il y a eu au sein de l'administration scolaire et des tentatives de légitimation d'un nouveau segment de l'administration qu'on peut comprendre comment est-ce que ces élèves-là ont été perçus comme une présence particulière. La deuxième chose, c'est la position en fait de la politique scolaire et de l'éducation dans la politique interministérielle de l'immigration. Parce qu'en fait, si on remonte dans le temps, c'est pas du tout une évidence que ce soit l'éducation nationale qui s'occupe de gérer les classes particulières pour les élèves migrants, ou en tout cas qui s'en occupe toute seule. Et en fait, quand on remonte donc dans les archives, on se rend compte que l'éducation nationale a endossé cette politique-là entièrement de manière assez comment dire, ça s'est fait en fait à contre-cœur, et tout ça a fait dans le temps long que ça a finalement façonné une forme de gouvernement à réaction ou de volontarisme à éclipse, avec une volonté du ministère qui n'a jamais été véritablement totale dans le soutien de cette politique-là, et donc avec des allées et venues, et tout ça a des incidences extrêmement concrètes sur ce qui se passe sur le terrain, et notamment, on ne pourrait pas comprendre sans ça le caractère toujours souvent non pérenne, en fait, par exemple des dispositifs qui sont mis en place, comme si l'immigration et la présence de ces élèves-là étaient une éternelle présence provisoire, alors qu'en réalité elle est un fait démographique tout à fait routinier. Et puis le troisième élément important, c'est les réformes de modernisation de l'école qui s'inscrivent plus largement dans les réformes de l'État et qui impactent et dégradent considérablement en fait notamment les moyens et les conditions de travail ordinaires des acteurs sur le terrain. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment est-ce que tout cela, ça participait, notamment quand on va dans les établissements scolaires, à faire apparaître la prise en charge des élèves migrants, notamment dans les classes ordinaires, mais pas seulement, comme une tâche qui dépasserait en fait les moyens et les énergies déjà disponibles en fait. Et donc ça participe aussi à entretenir cette vision-là des élèves migrants comme une certaine irrégularité institutionnelle. Peut-être que le deuxième résultat essentiel de la thèse, ça a été de montrer que les scolarités immigrées sont très largement des scolarités empêchées. Ce qui est important là, c'est le pluriel, et de montrer en fait la diversité des formes d'empêchement scolaire. J'ai essayé de parler d'empêchement scolaire. Ça va à la fois du refus de scolarisation au retardement de l'entrée à l'école jusqu'à en fait la précipitation de sa sortie pour aller travailler. Et de ce point de vue-là, ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment est-ce qu'on avait une production institutionnelle en fait de scolarité précipitée, accélérée, tournée vers la recherche d'une qualification aussi rapide que possible, notamment pour prévenir les difficultés de précarité sociale et administrative. Et j'ai essayé de montrer comment est-ce que finalement ça débouchait sur des formes de mise au travail plus ou moins coercitives, plus ou moins rapides, etc., dans les secteurs notamment les moins réputés de l'économie, qu'on appelle parfois les secteurs en tension. Et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup montré autour notamment des mineurs non accompagnés. Alors évidemment, il y a une certaine fatalité
dans tout ça, fatalité au sens sociologique de Durkheim, mais aussi par exemple de Bourdieu, c'était vraiment la fatalité du probable. Mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est d'une part comment est-ce que cette fatalité-là, ces empêchements-là étaient éprouvés par les personnes mêmes qui participaient à les faire exister, donc tous ces acteurs institutionnels, associatifs, etc. Donc j'ai essayé de prendre aussi leurs difficultés professionnelles, leurs émotions, etc. En compte, et c'est là qu'on voit bien finalement les ambivalences de tout ce qui se passe autour des élèves migrants et plus largement dans la prise en charge des populations vulnérables. Et puis, j'ai essayé aussi de mettre en avant toutes les ambivalences du point de vue, cette fois-ci, des résistances ordinaires qu'il pouvait y avoir à ces dynamiques de scolarité empêchée, contrariée, résistance à la fois pour l'accès à l'éducation, mais aussi pour la continuation des études, et donc des formes de résistance, de contournement qui sont à la fois au sein de l'administration, mais aussi dans le secteur associatif. Et puis j'ai également essayé de restituer ce que Willis aurait appelé l'autodétermination de ces jeunes migrants-là, puisque à côté de l'ethnographie que j'ai menée sur différents territoires dans la France métropolitaine, j'ai suivi en fait sur plusieurs années le parcours de jeunes migrants qui étaient arrivés grosso modo entre 2015 et 2018. Et ce suivi donc longitudinal m'a permis aussi de restituer leur stratégie scolaire et migratoire, l'habilité qu'ils avaient pour finalement les réadapter au cours du temps et essayer au fond de reprendre possession de leur existence par rapport aux institutions environnantes qui pouvaient leur en déposséder. Alors c'est toujours en fait une question difficile de passer, on va dire, de la science à l'action et de faire des préconisations. Je pense que la première chose, elle relève d'abord de nous en tant que chercheurs en sciences sociales et d'essayer en fait d'abord de faire un effort je dirais de traduction en fait pour être des passeurs de ce qu'on peut montrer dans nos recherches comme ici dans ma thèse, puisqu'on parvient malgré tout avec le temps d'enquête, etc., à mettre en lumière un certain nombre en fait, de mécanismes qui sont souvent peu visibles, impensés, etc. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est déjà important d'essayer de passer, de retraduire les recherches qu'on fait. Et je pense par exemple aux liens que je peux avoir avec un certain nombre de CASNAV. Donc les CASNAV sont les centres académiques qui sont spécialisés sur cette question-là de la prise en charge des élèves migrants et qui ont un rôle tout à fait important au quotidien de pilotage de cette politique académique et qui peuvent se nourrir en fait des recherches qui sont menées sur le terrain. En lien, la deuxième chose, je pense que ça serait d'accentuer très fortement et de valoriser en fait la question de la formation des personnels. Puisque justement, durant ma thèse, j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant de très longs mois, pas loin de 3 ans, un CASNAV de région parisienne, le CASNAV de Créteil, pour ne pas le citer. Donc j'ai suivi vraiment leur travail ordinaire, à la fois dans les murs du rectorat, mais aussi et surtout à l'extérieur, donc sur les actions de formation dans les établissements, les regroupements académiques, etc. Et j'ai bien vu à cette occasion-là que la formation continue avait vraiment un rôle tout à fait important à jouer, à la fois comme soutien pratique en fait des acteurs de terrain, évidemment pour leur donner des outils pour prendre en charge ces élèves qui ont des besoins particuliers, mais aussi comme soutien, j'allais dire, quasiment moral par rapport aux acteurs de terrain. Et là, ça va bien au-delà des enseignants, parce qu'il y a un très fort en fait désenchantement sur le terrain qui dépasse très largement la question des élèves migrants, et ces actions de formation avec tout le travail relationnel qu'il y a derrière permettent en fait de soutenir les acteurs de terrain et aussi de leur redonner en quelque sorte parfois foi dans ce qu'ils font, parce qu'en fait il y a tout un tas de choses qui se font déjà pour ces élèves. Et puis peut-être que la dernière chose, puisque je ne pense pas que la formation puisse avoir un véritable impact sans des réflexions plus structurelles en fait,
La dernière chose, ça serait, d'un point de vue davantage ministériel, de repenser en fait le positionnement de cette question de l'immigration et de la prise en charge des élèves primo-arrivants, notamment pour aller au-delà d'une sorte de spécialisation qui en fait se traduit concrètement d'un point de vue administratif dans une forme d'enclavement de ce dossier-là. Or, je crois que, étant donné les évolutions actuelles de l'institution scolaire, ça serait très important de davantage arrimer ce dossier-là à l'école inclusive, qui tourne beaucoup autour des élèves en situation de handicap, mais qui finalement inclut aujourd'hui encore assez peu cette question des élèves migrants. Or, l'école inclusive a la caractéristique d'avoir un soutien ministériel et une visibilité, y compris médiatique et politique, beaucoup plus importante que celle des élèves migrants. Et donc je pense que de ce point de vue-là, ça serait intéressant d'essayer de davantage associer les deux, même si d'un point de vue purement formel, si on prend par exemple la circulaire de 2012 qui cadre la scolarisation des élèves migrants, ça fait déjà partie de l'école inclusive. Mais d'un point de vue purement administratif et de pilotage et de construction de la politique publique, c'est assez différent. Et peut-être que ce repositionnement-là au sein du ministère permettrait aussi de mieux pousser le dossier dans la politique interministérielle de l'immigration, où l'éducation, dans le temps long, a toujours été finalement une forme d'appendice de ces politiques migratoires.